Yo la team! Après 5 ans sur les bancs de la fac, c'est l'heure de vous dévoiler mes tips. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été demandée plusieurs fois. Quelle organisation j'ai eue durant mes années à la fac? Pour ceux qui arrivent sur la chaîne avec cette vidéo, je suis actuellement doctorante en mathématiques et donc j'ai fait une licence et un master de maths. Ce qui va suivre, ça va être une organisation que j'ai eue en fac de mathématiques, mais j'imagine qu'il y a certaines astuces, méthodes, tips, etc. qui peuvent être utiles dans d'autres matières également. Je parlerai essentiellement de la période licence et de la première année de master, puisque la deuxième année de master, c'était une année full agrégation, et il y a déjà beaucoup d'heures de vidéos à ce sujet sur ma chaîne. L'idée de la vidéo, c'est bien évidemment pas que vous fassiez tout pareil que moi, mais plutôt que vous piochiez 2-3 astuces ou 2-3 tips qui vous permettront peut-être de réussir un petit peu mieux vos études. Je vais commencer par parler de mon mindset durant ces années, parce que je trouve que ça en dit long sur ma quantité de travail et la façon dont j'ai eu de m'organiser. On va balayer très rapidement la période pré-bac. En primaire, j'avais pas mal de facilités, mais malheureusement, elles sont vite parties dès la fin du collège, où j'ai vraiment commencé à travailler un peu plus que les autres. L'année du bac, je me suis vraiment mise beaucoup de pression, parce que je voulais notamment obtenir la mention très bien au bac pour pouvoir avoir la bourse mérite, être un petit peu moins dans la merde durant mes études. Donc quand je suis arrivée à la fac, j'étais un petit peu morte d'avoir autant donné les années précédentes. Et du coup, je me suis dit, pour une fois, je me mets pas à la pression, je fais le minimum, j'essaye de suivre les cours un max. Et juste l'objectif, c'est d'avoir la moyenne, de passer les années sans forcément chercher la perfection comme durant tout le reste de ma scolarité. Le premier semestre de L1, c'était essentiellement de la remise à niveau, donc des révisions. Donc j'avoue, je me suis un peu ennuyée et même si je travaillais pas forcément énormément à côté, j'ai pas eu de mal à suivre et à avoir de bonnes notes. Deuxième semestre, ça a commencé à être de nouvelles choses. C'était un peu plus rigolo, mais est arrivé le confinement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un dessin sur pourquoi je ne vais pas parler de mon organisation en L1? Non. Après, quand je dis que je travaillais pas beaucoup, je travaillais quand même un petit peu de mon côté en dehors des cours. Je dirais que c'était environ 5 heures par semaine en plus des cours et ça pouvait monter jusqu'à 10 heures par semaine, notamment lorsque les partiels arrivaient. Fin de L1, au plus grand désespoir de ma résolution, ne plus me mettre la pression et au plus grand bien de ma future réussite, si on peut dire ça comme ça, est arrivé mon relevé de notes sur lequel il y avait écrit admis, mais avec une petite ligne supplémentaire, mention très bien. Comment vous dire que là, c'était fini. Nouvelle quête débloquée, je voulais aligner les mentions très bien. C'était devenu mes nouvelles félicitations du collège-lycée. Donc, deuxième année de licence, bam, j'ai commencé à recharbonner comme il faut. Durant cette période-là, je dirais que mon travail personnel s'élevait entre 10 et 15 heures par semaine en plus des cours. Donc durant cette année, j'ai commencé à mettre quelques astuces en place, mais c'est surtout en L3 où sont arrivés les réels tips d'organisation, puisque la L2, même si je travaillais pas mal d'heures, c'était quand même relativement facile ou accessible. On va dire que je n'avais pas énormément de difficultés. Alors que la marche entre la L2 et la L3, alors là, la rentrée de L3 m'a mis un sacré coup sur la tête, on va pas se mentir. Je suis passée de comprendre vraiment tout bien ce qu'on faisait, à ne plus comprendre certaines démonstrations, certaines applications, certains exercices. La L3, ça a vraiment été une marche pour moi. Si on veut résumer et vraiment simplifier, la L2, c'est encore assez calculatoire. Donc calculatoire, c'est pas vraiment le mot, mais bon, c'est assez, ça suit, on va dire, ce qu'on a vu les autres années. Alors que la L3, je trouve que ça devenait vraiment plus abstrait et on voit d'autres concepts plus flou, donc c'est d'autres capacités à développer. Durant cette dernière année de licence, j'évalue mon travail personnel à environ 15 à 20 heures par semaine en plus des heures de cours. Et pour donner un ordre d'idée, malgré cette augmentation de travail personnel, j'ai quand même perdu entre 2 et 3 points de moyenne de la L2 à la L3. Donc ouais, la rentrée de L3 m'a vraiment remis les pieds sur terre. Malgré que j'ai échoué à la quête d'avoir les mentions très bien en L3, j'ai quand même obtenu ma licence avec mention très bien, grâce notamment aux notes de L2. Et pour finir cette parenthèse déjà bien trop longue, année de M1, nouvelle marche, très haute une nouvelle fois, on va pas se le cacher. Mais comme j'avais déjà pris la claque en L3, c'était moins affreux que ce que ça aurait pu être. Et donc, cette année de master, je pense que mon travail personnel en dehors des cours, là, pour le coup, était aux alentours de 20 heures par semaine. Voilà pour le tour d'horizon. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai toujours beaucoup travaillé et aimé ça. Et aussi, j'ai toujours été perfectionniste. Donc, je pense que ça se ressent sur mon organisation. Rapide parenthèse vocabulaire pour ceux qui regardent cette vidéo sans être passés par la fac encore. Je vais utiliser 3 abréviations, CM, TD et CC. Donc, CM, c'est
c'est ce qu'on appelle les cours magistraux. TD, c'est les travaux dirigés. Si on veut une image, c'est un peu l'équivalent de partie cours et partie exercice des cahiers de collège-lycée. Et en général, on a un prof qui nous fait la partie cours et un prof qui nous fait la partie exercice. Donc la partie cours, c'est ce qu'on appelle CM et la partie exercice, c'est ce qu'on appelle TD. Et enfin, le dernier mot de vocabulaire, c'est CC. Donc CC, c'est contrôle continu. Donc c'était la manière de nous évaluer durant mes années de fac. J'en avais 2 par semestre. Ok, on passe au cœur de la vidéo, l'organisation que j'ai mis en place. Tout d'abord, parlons organisation du temps de travail personnel. Chaque début de semestre, je faisais un planning comme celui-ci. Comme toutes les semaines étaient les mêmes, sauf 1 ou 2 par-ci par-là, je pouvais me permettre de faire un planning qui concernait tout le semestre. Donc celui que je viens de vous montrer, c'est celui que j'avais fait pour le premier semestre de L3. Mais ensuite, en master, je le faisais sur Notion. Comme ça, je pouvais décaler certaines choses si jamais j'avais des cours qui changeaient au dernier moment. Comment je créais ces plannings? Tout d'abord, je me mettais l'emploi du temps que j'avais à la fac. Et ensuite, entre 2 créneaux d'un même cours, je mettais un créneau de révision. Quand je dis 2 créneaux dans le même cours, c'est-à-dire que CM, c'était un cours et TD, c'était un autre cours, même si c'était le CM et le TD de la même matière. Donc, par exemple, sur celui que j'affichais à l'écran, j'avais CM d'intégration le lundi et le mardi après-midi. Donc, le lundi soir, je travaillais le cours qu'on avait fait le lundi pour être à jour le lendemain pour le nouveau cours. Et je faisais ça pour chaque matière. À chaque fois que j'avais 2 créneaux de cours, je mettais un créneau de révision entre les 2. Donc ces créneaux de révision travail personnel, ils duraient entre 1h et 1h30. Ça dépendait des années. Je crois en L3, c'était plus vers 1h, mais en M1, c'est passé plus proche de 1h30. Après, il m'arrivait de dépasser selon ce que j'avais à faire. Et si j'avais pas le temps de tout faire durant le créneau, je le reportais au week-end. Comme ça, je savais toujours ce que j'avais à faire et j'avais pas les moments de blanc de me dire ok, là je travaille, mais qu'est-ce que je travaille, qu'est-ce qu'il faut que je travaille en priorité, c'est quoi l'ordre, etc. Non, là je savais directement ce que je devais travailler et je savais que à chaque fois j'allais être à jour et j'allais avoir un temps de travail entre 2 cours d'une même matière et d'un même module, enfin, d'un même TD ou d'un même CM. Maintenant qu'on a quand est-ce que je travaillais, qu'est-ce que je faisais pendant ces créneaux de travail-là. Alors, on va commencer par les créneaux de travail qui concernaient les CM. Tout d'abord, je reprenais mon cours. Je surlignais ce qu'il fallait, et tout ce qui était définition, proposition, théorème, etc. Je l'ai recopié sur une fiche. Donc ça faisait un peu un résumé de cours. Mais par contre, démonstration, exercice, exemple, etc. Je le recopiais pas, mais ça veut pas dire que je les travaillais pas. Au contraire, je prenais le temps de retravailler toutes les démonstrations. Et quand je comprenais pas un certain passage, je mettais une petite flèche. Comme ça, je retrouvais facilement ce qui m'avait bloqué. Et le cours suivant, je pouvais demander au prof de m'aider à comprendre et de me réexpliquer ce passage-là. Bon, je demandais toujours à la fin des cours parce que je sais pas demander devant tout le monde. Mais bon, c'est peut-être mieux pendant pour libérer le prof plus tôt et que tout le monde puisse profiter de l'explication. Pour les fiches, j'ai eu plusieurs méthodes, on va dire. Tout d'abord, la méthode L3. J'avais mon cours. Comme je l'ai dit, de mon cours, j'arrivais à une fiche avec uniquement définition, propriété, théorème, etc. Ça, je le faisais directement après le cours. Et ensuite, à la fin du chapitre et lorsqu'on a fini le TD associé, je refaisais une autre fiche avec là juste l'essentiel, donc notamment ce qui me manquait et ce qui n'était pas devenu automatique dans ma tête. Donc ça, c'est ce que je faisais en L3, le cours, une première fiche avec tout et une deuxième fiche plus petite avec juste ce que j'avais du mal. Et en M1, j'ai changé cette manière de faire des fiches. Donc cette fiche-là avec le résumé du cours qui comportait les définitions, propriétés, théorèmes, etc. Je la faisais beaucoup moins souvent. En fait, je la faisais que lorsque les cours me posaient vraiment problème, mais en général, je la faisais plus. À la place, je faisais une fiche un petit peu plus design, plus jolie. Depuis un cours, je passais directement à une fiche comme celle-ci. Là, le but, c'était vraiment d'avoir des illustrations pour choquer le cerveau, pour essayer de retenir un maximum. À chaque fois, les dessins étaient pas anodins. Donc là, par exemple, conduit, mais une voiture, communique, une bulle de conversation. Et après, quand j'avais plus d'idées, je m'inspirais du thème déjà fait pour créer d'autres dessins et vraiment essayer de faire des moyens mémotechniques. Et enfin, en M1, donc toujours à la période où je faisais ces fiches-là, une autre chose que j'ai mis en place pour retenir mon cours et que j'aurais aimé commencer plus tôt parce que c'était vraiment la révolution, c'était de faire des flashcards. En gros, c'est faire des cartes de questions-réponses sur son cours. Ça marche bien pour 2 choses. C'est vraiment du travail actif puisque depuis ton cours, tu dois essayer de créer des questions. Donc ça te fait vraiment travailler le cours. Et ensuite, après, quand tu le révises, tu relis pas juste ton cours, tu as une question et tu dois y répondre. Moi, j'utilisais Anki. Je trouvais que c'était une application trop cool pour plusieurs choses. Déjà, je pouvais créer les flashcards depuis l'ordinateur, mais quand même les avoir sur mon téléphone.
Ensuite, il y avait une extension LaTeX, donc la vie pour écrire des maths. Et enfin, ça redonnait les cartes selon la courbe de l'oubli. Autrement dit, selon si on arrivait à répondre correct ou pas à une carte plusieurs fois d'affilée, la carte revenait dans plus longtemps qu'une autre carte où on venait de faire une erreur. Et d'avoir les flashcards directement sur mon téléphone, ça me permettait de pouvoir réviser n'importe où. Par exemple, dans le bus, même quand j'étais debout et qu'il n'y avait plus de place dans le bus, je pouvais réviser puisque j'avais juste besoin de mon téléphone. Et donc ça, c'était vraiment très très pratique pour gagner du temps. Après, ça peut très bien être mis en place au format papier, si jamais vous préférez. Passons au créneau de travail personnel concernant les TD. Pour les TD, le cœur de mon organisation, ça a été ces fiches-là. Alors, je vous explique comment ça fonctionne et comment je m'en servais. La première colonne correspondait au numéro de l'exercice de TD et les autres colonnes, c'était des repères temporels. Il y avait une colonne pour toutes les fois où je faisais l'exercice. Donc, je détaillerai par la suite. Ensuite, donc, dans chaque colonne, il y avait 2 sous-colonnes. Dans la première sous-colonne, je mettais la date à laquelle je faisais l'exercice. Donc, cette case, c'était pas la plus utile, mais moi, j'aimais bien avoir un suivi temporel des exercices. Donc, voilà. Et dans la deuxième sous-colonne, la plus importante, je mettais mon ressenti suite à l'exercice. Au début, je mettais juste une couleur vert, orange ou un petit peu des deux selon comment j'avais réussi l'exercice. Mais ensuite, j'ai augmenté cette méthode en mettant en plus de la couleur quelques mots pour mon ressenti. Par exemple, sur la fiche que je viens de montrer, on a easy, correction, ok, mais idée difficile, juste fin de la question 4, bof, etc., etc. Cette fiche-là, elle me permettait en un regard de savoir quel exo je devais retravailler et lesquels c'était ok. Donc, avant d'arriver en TD, je préparais le TD de mon côté. Ça correspondait à la première case, donc le premier essai avant le TD. Ça me permettait, une fois arrivé en cours, de voir rapidement les exercices qui m'avaient posé problème ou non. Et lorsque le prof faisait la correction, je pouvais directement identifier si c'était un raisonnement, une méthode ou un résultat du cours qui me manquait pour pouvoir réussir. Et donc pareil, lorsque le prof faisait la correction, donc ça correspondait à la deuxième colonne de ma fiche, je mettais le ressenti. Donc est-ce que j'avais réussi à suivre le prof? Est-ce qu'il y a un passage qui était délicat? Est-ce que ça allait, etc., etc. Ensuite, donc durant les créneaux de travail, je regardais ma fiche et je voyais dans un premier temps les exercices du TD précédent qui m'avaient posé problème. Donc là où il y avait du orange, et je retravaillais donc ces exercices-là en priorité pour voir si, une fois posé chez moi, j'arrivais à comprendre la correction ou toujours pas, auquel cas je demandais au prof le cours d'après. Et ensuite, je prépare les exercices suivants pour le prochain TD. Et ensuite, les autres colonnes de ma fiche, ça correspondait soit à un nouvel essai de l'exercice, soit après, il y avait une case avant le CC1 et avant le CC2. Donc, avant les CC, je refaisais les exercices de TD. Au début, je pouvais me permettre de tout refaire, mais après, on avait trop d'exercices. Donc, tout refaire, ça prenait un temps monstrueux. Et justement, dans ce cas-là, la fiche me servait puisque je pouvais directement identifier les exercices les plus difficiles pour moi et donc les refaire en priorité. Donc si jamais ces fiches-là vous intéressent, je vous ai refait une version. Donc je mettrai un lien en description. Il y a normalement une version blanche pour ceux qui veulent imprimer et ensuite il y a des versions colorées pour ceux qui utilisent une tablette et qui veulent un peu de couleur. Et si jamais vous les refaites à votre sauce, n'hésitez pas à m'envoyer vos œuvres d'art. Ok, donc on passe maintenant à la préparation des CC. On en a déjà un peu parlé avec les TD, mais c'était pas la seule chose que je faisais. Donc, en plus des exos que je refaisais, ce que j'aimais beaucoup, c'est faire les examens des années précédentes quand ils étaient en ligne sur Internet. Quand j'avais plusieurs examens précédents, j'en faisais un au début de mes révisions et un à la fin. Celui au début, ça me permettait de faire un petit peu un point sur là où j'en étais au moment où j'allais commencer mes révisions. Et donc, ça me permettait de savoir sur quel chapitre, sur quel exercice accentuer. Et ensuite, un à la fin pour un peu faire le résumé de tout ce que j'avais révisé durant ces derniers jours. Et pour voir les dernières révisions que je devais faire pour ajuster le tir. Une des choses que je trouve intéressant en refaisant les examens, c'est de s'auto-corriger. Nous, généralement, quand on avait le sujet, on avait également la correction. Donc ça aidait, on pouvait voir la différence et essayer d'avoir un avis critique sur ce qu'on faisait. Mais je pense que le plus bénéfique, c'est de faire le sujet en groupe et d'échanger les copies. Comme ça, on peut voir ce que l'autre ne comprend pas de notre rédaction, parce qu'il y a certaines rédactions qui pour nous sont claires, mais en réalité ne le sont pas. Donc avoir un avis extérieur, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, je le faisais pas, mais je pense que ça peut être une bonne chose si vous avez un groupe de potes studio. Parfois, je faisais aussi des exercices supplémentaires. Il y a notamment 2 sites que j'utilisais beaucoup, c'est BibMath
et Exo7. Mais il m'arrivait aussi de chercher sur Google un certain type d'exercice et souvent je tombais sur des pages de profs en prépa même généralement et quand il y avait des exercices corrigés, généralement c'était vraiment très bien fait. Donc faut pas hésiter à aller chercher des exercices sur internet en plus de ce que vous faites en TD si jamais vous voulez vous entraîner encore plus. Et pour finir, je mettais en place un système de fiches durant les révisions avec tout ce qui m'a posé problème. Par exemple, là, j'ai une fiche TD où j'avais une partie justification, une partie méthode et une partie proposition avec vraiment tout ce qui m'a manqué dans chaque partie lorsque j'ai refait les exercices avant l'examen. Et donc comme ça, pendant les toute dernière révision, je pouvais revoir cette fiche et remettre au frais les informations qui m'avaient manqué durant les derniers jours. Ok, c'est fini pour le tunnel sur l'organisation. Maintenant, on va passer à une partie qui concerne ce que je modifierais et ce que je ferais différemment si jamais je devais recommencer ces années de licence master. Donc la première chose, c'est l'un de mes plus gros défauts et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, c'est de restreindre ma curiosité au profit de ce que je suis en train de voir actuellement. Je m'explique. C'est-à-dire que si je traînais sur YouTube et que j'aurais une vidéo de maths concernant un sujet totalement aléatoire, je m'autorisais pas forcément à la regarder puisque je me disais que si je voulais voir une vidéo de maths, fallait que je voie une vidéo de maths sur ce que j'étais en train de voir en cours actuellement pour que ça me serve immédiatement. Et encore aujourd'hui, quand je veux faire des maths, je me dis il faut que je fasse les maths de ma thèse et je m'autorise pas à faire d'autres maths puisque j'ai l'impression de perdre mon énergie, alors que non, c'est totalement débile et il faudrait que j'apprenne à accepter cette curiosité mathématique, surtout que l'idée est totalement fausse, puisque même si c'est pas les maths que je suis en train de voir actuellement en cours, ça peut toujours me servir et ça augmente toujours ma culture concernant les maths. Donc voilà, un des premiers points que je modifierais si je devais y retourner, c'est vraiment arrêter d'être à fond dans les cours et dans ce que je vois actuellement, mais plutôt m'autoriser une liberté et une curiosité autre. La deuxième chose que je modifierais et le conseil que j'aurais adoré avoir, c'est de m'entraîner sur des écrits de concours de fin de prépa. J'ai demandé à des personnes qui s'y connaissent mieux que moi parce que moi, le monde de la prépa, je suis perdue. Mais dans l'idée, c'est de faire des écrits CCP, centrales et pourquoi pas pour les plus chauds. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé mettre en place. Bon, après l'année de L1, je pense que c'est pas trop possible, on n'a pas le bagage pour. Mais L2, L3, pourquoi pas commencer à regarder un peu et essayer de faire des sujets. Dans l'idée, je pense que même si L2, on n'est pas capable de faire des sujets en entier, j'aurais demandé à des connaissances en prépa de m'envoyer leur DS de la première année. Et j'aurais essayé de voir un petit peu ce que je pouvais faire. Puisque ce type d'écrit, ça développe vraiment des compétences différentes de ce qu'on peut développer en licence. Et je pense que ça peut vraiment être une capacité importante à développer en parallèle. Et ça l'est encore plus si vous voulez préparer l'agrégation. Puisque justement, pendant la période de préparation à l'agrégation, je trouvais que ça se voyait vraiment les personnes qui avaient déjà été préparées à ce type d'écrit. Donc, les personnes qui étaient passées en prépa. Et ceux qui n'étaient pas passés en prépa et donc qui s'étaient jamais entraînés sur ce type d'écrit. Du moins, les premiers mois, on voit vraiment, lorsqu'on s'entraîne aux écrits, que on part pas du même niveau. Je trouve que c'est une de mes lacunes de savoir traiter ce type d'écrit. J'ai beau avoir un master de mathématiques, y a des fois où je me trouve nulle juste parce que je sais pas résoudre ce type d'écrit, alors que c'est des choses que je suis censée faire. Mais comme c'est des épreuves vraiment différentes de ce qu'on peut faire et à part, ça reste vraiment très compliqué, même avec un master de maths. Quand je dis ça, bien évidemment que je réussirai quelques questions, mais je pense que je réussirai moins bien qu'une grande quantité de personnes qui sortent de prépa. Voilà, je vous livre mon plus gros complexe mathématique en vidéo, comme ça on n'a plus de secrets. Donc voilà, le deuxième point que je changerais, c'est faire ce type d'écrit, même si je pense que j'aurais galéré à trouver des écrits qui correspondent un minimum avec les connaissances que j'ai, puisque en prépa et en licence, c'est pas tout à fait les mêmes programmes. Donc je pense que trouver des sujets accessibles, c'est pas forcément la chose la plus simple, mais je pense que j'aurais quand même essayé puisque ce serait formateur dans tous les cas. Le dernier point que je veux aborder, ça concerne les personnes menstruées, donc ceux qui sont pas concernés, vous pouvez aller au chapitre suivant si vous voulez. Et donc, j'ai utilisé le truc, mais ce que j'aimerais changer, c'est de prendre en compte mon cycle menstruel. J'ai l'impression d'être Madame Règle, tellement je parle de ce sujet souvent. Je parle plus souvent de règles que de maths. Trouver l'erreur, je fais une thèse de quoi ?
Non, plus sérieusement, je trouve que c'est vraiment un sujet très important et on entend très peu parler. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi souvent. Quand je dis cycle menstruel, je veux pas juste dire se reposer quand on a ses règles parce que ça va bien au-delà de ça. C'est tout un package. Donc oui, il y a des périodes où on est plus fatigué, mais il y a aussi des périodes où on a plus d'énergie. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Essayer de travailler plus les jours où on sent qu'on a plein d'énergie pour compenser le fait qu'on va travailler moins les jours où on a une grosse fatigue et où on n'a pas la concentration pour travailler autant que d'habitude. Tout ça, c'est des choses que je prends en compte maintenant, mais je pense que si je l'avais pris en compte dans les études et dans mes révisions, ça aurait vraiment pu avoir un impact positif. Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que je suis pas la meilleure personne pour en parler et je pense qu'il faudrait une vidéo à part entière pour parler de ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est de vous informer, de comprendre votre corps, le prendre en compte et de surtout pas culpabiliser s'il y a des jours où on travaille moins et où on est moins productif. On passe à une autre partie de la vidéo. Tout ce que je raconte là, ça date d'une période qui date de plus de 3 ans et donc les technologies ont évolué depuis. Donc, j'ai enfin un petit point sur si j'étais étudiante aujourd'hui et notamment par les tablettes et IA. On m'a déjà demandé mon avis sur les tablettes, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Donc, lorsque j'étais en cours à la fac, les tablettes, ça commençait à se développer, mais c'était encore très rare. C'était environ une personne sur 30, je dirais. Sur ce sujet, je vais pas faire un grand débat, je vous avoue, parce que pour moi, il n'y a pas de c'est bien d'utiliser la tablette ou c'est mal d'utiliser la tablette. Pour moi, ça dépend vraiment des personnalités de chacun. Ça concerne que vous. Je sais que même si je devais recommencer mes études aujourd'hui, j'achèterais pas de tablette juste parce que j'adore écrire sur du papier et surtout j'adore étaler mes papiers partout, faire mon TD en ayant ma fiche de révision, ma fiche de cours, etc. Enfin, avoir plein de choses étalées. Et sur la tablette, on peut pas trop faire ça. On peut couper l'écran en deux, mais bon, déjà, c'est plus petit. Et ensuite, tu peux pas le couper en 50 non plus. Et donc, la tablette, je pense pas que ça me correspondrait. Mais là, pour moi, c'est vraiment très personnel. Si vous aimez ça, let's go. Ensuite, donc, la plus grosse différence entre maintenant et mon époque, c'est l'apparition de l'IA. Alors ça, pour être honnête, je peux pas vous dire que je l'aurais pas utilisé parce que c'est faux. Je suis consciente que pour les TD où les corrections étaient pas très détaillées ou pas vraiment bien rédigées, je l'aurais 100% utilisé, c'est sûr. Pareil pour les examens des années précédentes sans correction, c'est sûr que je l'aurais utilisé. Mais pour autant, c'est pas parce que je l'aurais utilisé que je recommande de l'utiliser, bien au contraire. Enfin, j'aurais aimé ne pas l'utiliser, mais je sais très bien que je l'aurais utilisé. Puisque je trouve que une des compétences que l'on développe durant la licence, c'est justement de remettre en cause certaines démonstrations et de justement se poser des questions et plus forcément croire tout ce qu'on nous dit bêtement, mais vraiment chercher à comprendre. Et lorsqu'il y a un passage qui est douteux, le remettre en question. En tout cas, je trouve que c'est une compétence que j'ai développée tout au long de la licence. Et je me dis que si j'avais utilisé l'IA durant cette période-là, c'est peut-être une compétence que j'aurais peu ou du moins moins développée que ce que j'ai fait là. Donc encore une fois, l'IA, c'est un sujet qui mérite une vidéo à part entière, des connaissances que je n'ai pas et des années de recul qu'on n'a pas encore. Donc c'est difficile de dire pour ou contre. Tout ce que je dis, c'est que j'aurais essayé de l'utiliser le moins de fois possible, mais que oui, je suis sûre qu'il y a des fois où j'aurais craqué et j'aurais quand même utilisé. Ok, et comme cette vidéo est assez longue et que j'ai parlé de beaucoup de choses, on va voir maintenant si je devais garder seulement 3 choses, les 3 essentielles, qu'est-ce que je garderais? En premier, bien évidemment, je ferais les exercices de TD avant les TD. Ça, je trouve c'est vraiment essentiel de faire les exercices par soi-même avant. La deuxième chose que je garderais, je pense, c'est le système de flashcards. J'ai vraiment l'impression que c'est la méthode qui avait mieux marché sur moi. J'apprenais plus facilement et plus rapidement mon cours que avec une simple fiche. Et pour finir, ce serait de faire les examens des années précédentes. Ça aussi, je trouve que c'est essentiel pour réviser, puisque ça permet déjà de voir les choses importantes, puisque souvent, lorsque les profs construisent les examens, ils essayent de poser des questions importantes et donc des questions un peu types. Donc, on arrive un peu à identifier ce qu'il faut savoir faire. Et, en plus de ça, ça nous entraîne. Et donc, ça nous permet de réviser. Et pour la toute fin de cette vidéo, j'ai gardé les infos un peu inutiles parce que je sais que ça va pas intéresser forcément tout le monde. Mais moi, c'est le genre d'informations qui m'intéressait lorsque je regardais ce type de vidéo. Donc, on va parler organisation matérielle. Pour les CM, j'utilisais un bloc-notes et donc je prenais les cours sur des feuilles simples. Sur chaque feuille de cours, je mettais la matière, le chapitre et la page pour que si jamais il y avait un problème dans mes feuilles, je puisse m'y retrouver. Et donc, une fois que j'avais écrit sur la feuille simple, j'avais une pochette par CM, donc une pochette par matière. Je trouvais qu'avoir une pochette par matière, c'était plus pratique que d'avoir un trieur avec des sous-pochettes. Donc, voilà pour les CM. Et ensuite, pour les TD, j'avais un cahier par TD. Et ce que je faisais, c'est que donc pour une matière, il y avait un TD et un CM qui étaient associés. Et du coup, la pochette du CM, c'est de la mettre de la même couleur que le cahier du TD pour avoir une couleur par matière. J'aimais beaucoup prendre des cahiers avec une pochette plastique à l'intérieur. Comme ça, je pouvais glisser les TD et aussi
mes fiches de TD. Et ensuite, pour finir sur l'organisation de perfectionniste, on va dire, j'avais un code couleur de Stabilo et donc notamment les exemples, les démonstrations, je faisais des petits traits comme ça à côté pour les repérer assez facilement dans le cours. Et pareil, par exemple, les définitions étaient en rose. Donc lorsque je cherchais une définition, j'avais juste à essayer de voir les mots en rose. Et en un coup d'œil, je trouvais beaucoup plus facilement l'information qui me manquait. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et apporté des clés pour votre propre organisation. Si jamais vous utilisez quelques astuces, n'hésitez surtout pas à me faire un retour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais vous regardez ça avant la rentrée, force à vous pour votre année et vous allez être trop gérer.